Allez, ton plus gros coup de Trafalgar dans le coin. Bon, tu vas pas nous faire que t'as... J'en ai pris plein. Toi aussi, t'as pissé à l'arrière du bateau, t'es tombé à la mer comme Florence, mais... Non. Non, t'as pas fait ça. Allez, un ou deux gros coups de Trafalgar dans ce coin-là, parce que là, ça tape. Hein. Ah ouais, j'en ai pris des sévères, j'en ai pris en course déjà. Sur le Cap Corse, j'ai des souvenirs d'avoir passé le Cap Corse avec du 50 nœuds facile, donc c'était du lourd. Comme tu disais tout à l'heure, c'est des mers courtes. La Méditerranée, c'est un grand lac, on va dire. Hein, il n'y a pas de course comme sur un océan comme l'Atlantique. La vague ne se développe pas, elle casse rapidement et elle fait mal. Donc il vaut mieux la prendre en fuite en général. Ouais. Des grosses branlées de nuit, ouais. Oh, oui aussi, ouais. Ben, j'ai fait énormément de traversées Corse-Continent et donc il y a des fois, ça rentre sévère. T'en prends plein la gueule, mais bon. C'est court, c'est assez rapide. Hein. Corse-Continent, au plus court, on a 120 000. Donc le début est cool, le milieu est sévère, et puis l'arrivée est cool. Donc voilà, on bon navigateur, on prend sa météo, on part au bon moment et on arrive au bon moment. Bon, ouais. Voilà. Puis bon, ça sont 24 heures, t'arrives fatigué, mais t'arrives quoi. T'arrives toujours. Le déclin sur l'arrivée de la Corse est toujours absolument génial. Quand tu viens du continent, de Nice, Cannes, qui sont des villes polluées, où il y a des millions de maisons et puis un carré de verre, et que tu prends ton bateau et que tu arrives au lendemain matin sur l'île et qu'il n'y a pas une baraque sur la côte, tu te dis mais on est où là ? C'est la comment on appelle ça, la quatrième dimension. Ouais, et puis les parfums. Les parfums, les odeurs. Les odeurs, c'est énorme. Quand tu arrives sur la Corse, tu sais que tu es en Corse. Ouais. Tu sens le maquis arriver. Quoi. Alors ça, tiens, c'est marrant que tu parles de ça. Pour ceux qui ont pas mal bourlingué en mer et qui ont passé des naves au large, moi, c'est l'odeur de la terre au large quand tu arrives, c'est un truc de fou. C'est l'arrivée sur les Canaries ou l'arrivée sur les Antilles. Tu sens la terre. Quoi. Ouais. À chaque fois, c'est différent. Tu sens la terre arriver, tu sais que tu y es, tu sais que tu es là. Quand tu arrives en Martinique ou en Guadeloupe, tu as les odeurs des acras de morue, les odeurs de petits ponches qui arrivent. Quand tu arrives sur la Corse, tu as le maquis qui t'arrive, l'asphodèle, les essences qui arrivent, et c'est vraiment magique. C'est vrai que le nez est un gros indicateur de la terre. Hein, tout à fait. On n'en parle pas souvent, mais c'est symptomatique. T'as fait une ou deux descentes sur la Sardaigne, là ? Tu t'es tapé le chenal entre les deux, là ? Oui, plein de fois, ouais. Et tu t'es pas fait... Si, c'est toujours très vanté, mais ça donne l'occasion de faire de la vraie voile. On arrive, on le passe, on est de l'autre côté, tout redescend. Hein. C'est vraiment... les bouches, c'est vraiment les bouches. Donc... ça bastonne pendant 20 nautiques de bord à bord, je dirais, de la Corse à la Sardaigne. Mais après ça, on rentre dans des petits paradis, puisque nord-est de Sardaigne, la Madeleine, jusqu'à Porto Cervo, après on est à l'abri. Je veux dire, on fait de la côtière, il y a des ports splendides à faire, il y a une découverte magnifique aussi là-bas. Mais on va rester sur la Corse. Et oui, évidemment, les pointes de l'île, les caps de l'île sont toujours plus vantés, et ce, toute l'année. Moi, c'est ma première branlée en bateau. Ah. Ouais. En fait, mon premier bateau, c'était un ketch en acier que j'avais acheté à Monastir. Stir, comme ils disent. Et je pars à Monastir à prendre le bateau. Le propriétaire me voit arriver, donc j'avais jamais fait d'habitable de ma vie. Et je lui dis, écoute, je pars ce soir avec le bateau et je rentre sur la grande box. Il me dit non, mais je te laisse pas. Et c'était un bateau, donc il n'y avait pas de pilote, pas d'électronique, à l'ancienne, quoi. Je te parle de ça, c'était pas hier. Et j'ai dit si, j'ai pris ma météo avant de partir, ça va le faire, il n'y a pas de problème, machin. Donc on arme le bateau, et puis me voilà parti pour remonter. Et puis je m'étais dit, tiens, je vais quand même, comme je suis pas un excellent navigateur et que c'est mon premier tour de barque sur un habitable, j'avais quand même un gros passif sur du K20, du K70, et tout ce que tu veux, de la Yoloké, du Kata et tout ce que tu veux. Je dis je vais quand même passer pas loin de la Corse et de la Sardaigne, de la Sardaigne et de la Corse en montant. Et puis ça s'est bien passé jusqu'à ce que je passe dans le chenal, quoi. Et là, les barres de flèche ont touché l'eau. J'ai dit, oula, c'est bizarre comme coin. Je me suis fait très très peur. Et effectivement, je suis arrivé sous
sous le relief de la Corse, ça s'est calmé. Je peux te dire que je me rappelle, il me restait du pain et du sauciflard. J'ai mangé ça. Tu sais, j'avais encore les guibolles qui tremblaient. J'ai dit, oh putain, ça s'annonce bien l'histoire. Là. Les bouches, c'est vraiment spécial. Hein. C'est vraiment un entonnoir serré. Ouais. Alors, t'as du courant. Le courant, ouais, c'est le courant qui m'avait surpris aussi. Pour peu que t'aies le courant contre le vent, ça lève de la mer, ouais. Sévère. Et c'est une mer short. Ouais. C'est short. Ouais. C'est tellement short que tous les bateaux morflent. Tu vois, je veux dire, où que tu passes, ton bateau, il en prend plein la gueule. Je me suis fait rincer la bouche, enfin bref. Ouais. Et d'un autre côté, le truc qu'il y a, c'est que quand tu l'as passé, t'es fier comme si t'avais un camion tout neuf, tu vois, tu te dis, putain. Exactement. Je suis. Et puis des deux côtés, que tu ailles en Sardaigne ou que tu reviennes de Sardaigne en Corse, les atterrissages sont une beauté. Et t'oublies, après tu te remets à ouvrir les yeux. Hein, alors, et puis, moi j'aime ça parce que ça donne un côté sportif à la croisière. Les gens pensant rester sur le sofa du bateau toute la croisière, là découvrent un autre point de vue et un point de vue qui fait vibrer parce que là on fait vraiment du bateau. Alors sur le moment ça fait pas très rire les néophytes, mais alors après ça fait des discussions qui durent 1 an en famille. Hein. Ouais. J'ai fait ça. Mais c'est marrant parce que j'ai pris des gros enfin, le plus gros c'était une queue de cyclone au large des Philippines. Mais les 2 autres endroits où j'ai pris des gros coups de baston, c'est entre la Martinique et la Dominique là. Ce chenal-là, ça peut arriver. Tous les chenaux là, Caraïbes. Et mais là où j'en ai pris une très très belle, c'est sur la remontée de la Colombie. On en parlait l'autre jour. Là c'est mauvais aussi. Effet de fun là-bas. Ouais, il y a un effet de fun extraordinaire. Et là, j'en ai pris une jolie aussi. Mais là, t'as de l'expérience, donc tu le vis plus pareil. Tu sais ce qu'il faut faire. On a une pensée particulière parce qu'on a un ami qui descendait son catamaran, qui est en train de descendre son catamaran sur Bali. Il écoutera d'ailleurs peut-être le podcast dernièrement. José, on pense à toi, José. On pense à toi, José. Et il était c'était hier ou c'était avant-hier. Ouais. Et seul à la barre sur son kata. Il vient d'acheter un kata, un beau petit kata, et il est parti seul pour des raisons de logique. Son équipage a débarqué et ainsi de suite. Et il se l'est fait seul et il s'est pris un gros grain en pleine nuit, tout seul à la barre de son bateau tout neuf. Et il en a chié, mais il en a chié, et il en a chié. Et bien entendu, quand tu es tout seul, et ce qui s'est passé, qui est normal, c'est que quand tu commences à prendre du vent sérieux, le pilote, il a un petit peu de mal à tenir, parce que les safrans touchent plus haut, et donc tu es obligé de te mettre à la barre, et quand tu te mets à la barre, tu peux plus aller descendre la grande voile en pied de mât. Tu as beau faire ce que tu peux faire ce que tu veux, c'est mort. Donc là, tu subis. Et donc, je vais pas dire qu'on a tous subi ça, enfin vécu ça, mais on a très bien l'idée. Et donc, il a écrit gentiment à Arnaud en disant putain, j'en ai pris une sévère. Et puis, quand il nous a dit j'étais tout seul, le pilote n'est plus, on a eu de suite eu la photo du truc. Ouais. Et effectivement, c'est pas des situations rigolotes, mais bon, voilà, ça arrive. On prend un grain, on prend un cheval. Il l'a plus ou moins bien vécu. Il s'en remet. Il a eu du mal parce que ça lui a fait très peur, ce que je peux comprendre. Et puis il me l'a dit sincèrement. Il m'a dit à un moment donné, j'ai cru que j'y étais plus, que ça y est, c'était mes dernières heures. Son bateau est parti en fuite avec 50 nœuds au cul. Il a fait des empannages brutales. Il a cassé ses lattes de GV. Enfin, ça a été folklorique. Heureusement pour lui, pas dématé. Ça aurait été encore pire. Donc son bateau est encore en bon état, à part une GV bien abîmée mais réparable. Et puis voilà. Alors, pour info, il est arrivé, donc tout va bien. Voilà, on passe un petit coucou à José qui en a chié il y a 2 jours pendant la nuit, une sévère pensée pour lui. Ouais, mais tu vois, comme tu dis, il a dit de façon très honnête qu'il avait eu peur. Moi, j'ai jamais eu de la peur qui m'a tétanisé. Mais ça m'est arrivé en mer à des moments quand tu prends des grosses roustes. Alors t'es obligé en tant que chef de bord de te mettre au poste où il faut et garder ton calme et ton sang-froid parce que tout le monde te regarde. Hein, t'es le baromètre du bateau. Ouais. Mais il y a des moments où tu dis ça, je dirais que ça arrête de monter parce que si ça continue à monter comme ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va descendre, quoi.
m'est arrivé quand même peu de fois dans ma vie de partir en fuite, ça m'est arrivé. Une fois dans le Pacifique où là j'ai pris une sévère claque. Une autre fois dans l'Indien, il est difficile à passer l'Indien. Mais je les compte sur les doigts de la main quand même. Le reste du temps, j'ai pris du gros vent, des grosses mers, mais gérables. Je dis vraiment le coup de chien, un grain blanc qui arrive sur la gueule, là, il faut se méfier. Ouais. Moi non, pareil, je crois que j'ai 3 fuites dans ma vie. Une sur le typhon au large des Philippines qui a changé de cap et qu'on a ramassé la queue. Où là, on a passé 48 heures à barrer. C'est vrai. Et là, tu pars pas là où tu veux aller, mais tu vas là où il faut aller, quoi. Oui, exactement. Tu fuis dans la bonne direction. Et une fois, avec le 52 pieds, là, en descendant, avec Thierry, on a pris une grosse branlée à un moment donné pendant 7-8 heures. Je lui ai dit, écoute, oublie le cap, c'est là, ça se passe par là, c'est là qu'il faut aller. Puis on est revenu dessus derrière. Mais c'est vrai que ça fait... Le truc qui fait jamais plaisir dans la fuite, c'est d'une, tu t'économises le matériel, et puis deux, tu sais que tu rallonges la route, quoi, et que ce que tu fais pas dans ce sens-là, il faudra le faire il faudra le récupérer autrement, quoi. Ouais. C'est ça, la mer. Et souvent, d'ailleurs, pour avoir discuté avec pas mal de gens j'ai rencontré des gens qui s'étaient fait pas mal peur en descendant sur les Canaries, et les mecs sont pas mis en fuite parce qu'ils disent mais si je m'étais mis en fuite, j'aurais raté les Canaries. Et tu dis ouais, mais t'es arrivé, enfin je veux dire, t'as plus d'index à l'arrière, ton portique il est tombé, et souvent la prise de décision elle est difficile parce que tu dis je vais pas aller où là j'ai envie d'aller, mais elle est nécessaire si tu veux économiser la monture, l'équipage et que ça se passe bien, quoi. Tout à fait. Donc voilà, tout ça pour dire que José, eh bien, il a, avec une bonne expérience de sa vie, je pense qu'il ne le refera pas 2 fois, mais comme toute expérience, on apprend des choses. Et avant de se prendre une belle fuite ou un beau grain, on ne le sait pas. Et le jour où on l'a pris, on le vit, on le sait, et on sait qu'on ne le refera plus. Oui, puis il a appris sur lui-même aussi, donc c'est des bonnes choses. Voilà.